Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, l'insuffisance rénale détruit des vies en silence au Sénégal. La maladie gagne du terrain selon l'Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux. Les malades demandent à l'État de multiplier les centres de dialyse. Plus de détails dans un instant. Il était la première victime du coronavirus au Sénégal, 1 an déjà que nous a quitté Pape Diouf. Ses proches et le monde sportif se souviennent du grand dirigeant qu'il était. Gestion des forages dans le monde rural, eux aussi ne veulent pas du fermier Aquatech. Des habitants du village de Kirène et Bandia mettent en garde le sous-préfet de Sindia. Les populations sont furieuses, vous le verrez dans un instant. L'actualité, c'est aussi cette vive tension dans le nord. Des affrontements ont éclaté entre éleveurs des villages de Roncre et Caire. 9 personnes sont arrêtées. Les habitants exigent leur libération. On vous explique tout dans un instant. C'est une maladie dangereuse et onéreuse. Certains malades enchaînent les séances de dialyse jusqu'à 800 000 francs CFA par mois. L'insuffisance rénale gagne du terrain au Sénégal. Les 2 premières causes sont l'hypertension artérielle et le diabète. Témoignage poignant de 2 patients que nos équipes ont rencontrés dans la banlieue de Dakar, Nongoka et Asmalik Diop. En 2005, Alioune Sarr n'avait que 18 ans. Cette année-là, il voit sa vie basculer. Le jeune homme est déclaré malade d'une insuffisance rénale. Sa première séance de dialyse, il l'a subie en 2008. Métti woon na nag au début, mais comme que xale laa woon, j'avais que 18 ans juste. moo taxoon gëwuma woon sax bon ne am naa feebar bu ma dal affaire yooyu quoi. Mais métti woon na au début trop avant may dem séance de dialyse en 2008. Son première séance. Alioune continue de lutter contre la maladie. Il est aujourd'hui à sa 13e année de dialyse. Le coût du traitement à un moment donné était un casse-tête pour lui. 180 000 la semaine moom lañ doon fay bon dem nañ ba si biir mënatuñ ko tenir fi ma nekkoon ñu renvoyé ñu nañu dañu am ay arrière lu ñu war a fay bon fayatuñ. Ce jour-là, bon, c'était maintenant trop Simon. La maladie du rein a ses exigences alimentaires et Alioune tente difficilement de les respecter. Bon, lekkin bi aussi bon régime bi dafa xaw a métti doo naan ndox bu bari tuuti ngay naan doo maanaam lépp lu am gerte doo ko lekk lépp lu am diwtiir maanaam régime bi xam nga dafa sénégalais quoi xam nga te ñun suñu dundin dafa xaw a métti. Madieng Djong, lui aussi, est un malade du rein. À 46 ans, il est chauffeur de taxi. Avec son métier, il parvenait à financer sa prise en charge. Moi, en fin 2014, mais dund naa ci lu metti dund naa ko ci parce que tey xam nga feebar ba pare amoo moyen dafa metti. Mais un jour, le chauffeur de taxi a craqué. C'était la veille d'une séance de dialyse. Man amatuma woon yaakaar sax pour dund parce que benn yoon laa mos a toog jooy ci dialyse war a jëli suba yoruma 100 francs sam poos xam nga jour boobu mu wut ndimbal fu ne amul ma toog di jooy. L'espérance est venue du côté de Thiaroye. L'ouverture du centre de dialyse Saliou Fall à l'hôpital de Pikine a donné espoir aux hémodialysés. Def nañ loo xamante ne vraiment am nañ ci mbégte bu baax a baax parce que vraiment ngay def dialyse xam nga nit ñëw di la soutenir ci biir dialyse bi mënoo def lu dul gërëm ko. Pour l'association sénégalaise des hémodialysés, il reste encore du chemin à parcourir pour une meilleure prise en charge des patients. Et justement, le président de l'association s'inquiète du nombre de patients sur la liste d'attente. Il craint un retard dans la prise en charge des malades. Doudou Sarr exhorte les autorités à multiplier les centres de dialyse. Beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Parce que dans tous les centres de dialyse qui existent au Sénégal, les listes d'attente sont exponentielles. Partout, la liste d'attente est supérieure parce que ça va crescendo. Les insuffisants rénaux sont là, il n'y a pas de prise en charge suffisante. C'est pourquoi il nous reste encore à faire. Il nous reste beaucoup à faire. Mais comme la prise en charge doit être prise
par l'État, effectivement, nous encourageons l'État. Mais aussi, si les associations peuvent avoir une capacité de l'accompagner partout où il y a une structure hospitalière, qu'on ait un centre de dialyse géré par qui. Mais malheureusement, au niveau du Sénégal, le problème qui se pose, les centres existent, mais malheureusement aussi le personnel aussi fait défaut. Ce qui signifie qu'il faudra nécessairement une formation. Et j'invite aussi les étudiants en médecine de tout faire pour se spécialiser en médecine et surtout à la néphrologie. Parce que si on compte au bout des doigts ou une cinquantaine de néphrologues au Sénégal, ça ne peut pas aussi régler le problème. Car j'avais l'habitude de dire en wolof, feebar bi ku mu dal yàlla na nga am foo fajoo yàlla na nga am ku la faj yàlla na nga am loo fajoo. L'insuffisance rénale au Sénégal est prise en charge certes par l'État, mais encore l'État a besoin des associations fortes qui travaillent parallèlement avec lui pour au moins prendre en charge quelque part. Doudou Sarr s'exprimait en marge d'une cérémonie de remise de médicaments par la Fondation Sonatel destinée à la prise en charge d'une cinquantaine de malades du Rhin à l'hôpital de Thiaroye. Sur le front du coronavirus, 2 décès et 87 Covid+ sont rapportés aujourd'hui. 30 personnes développent la forme grave de la maladie. C'était une vraie onde de choc, la disparition de Pape Diouf, un an jour pour jour. Aux dirigeants du football international, Pape Diouf fut la première victime du coronavirus au Sénégal. Ses proches lui ont rendu un hommage ce matin chez l'agent de joueurs Thierno Seydi, Mamadou Fall et Thierno Laurent Mendy. Je sais simplement, qu'est-ce que je veux dire, il me manque beaucoup. Ces mots traduisent le sentiment de tristesse qui perce Thierno Seydi. Cela fait aujourd'hui 1 an que nous quittons Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, dévasté par le Covid-19. Un homme multidimensionnel selon ses proches. 1 an après, j'essaie de remonter la pente. Ça a été des moments difficiles. Je pense que dans ma vie, avoir autant mal, non, je pense que c'est après j'ai perdu mon père, j'ai perdu des proches. Je l'ai accepté, mais c'est avec celle de Pape, elle a été tellement brutale que j'ai encore du mal à imaginer. J'ai encore du mal à conjuguer Pape au passé. C'était une bibliothèque, c'était un sage, c'est très difficile parce que quand je dois parler de Pape, j'en dirai toujours trop ou pas assez. Je disais souvent quand on était à l'OM qui s'appartenait plus, qui s'appartenait pas. Pape a su diffuser une énergie absolument incroyable à tout le monde et a su amener quelque chose de positif dans les vies des uns et des autres. Un homme de cette stature, un homme qui a réussi à la force du poignet dans sa vie et de travail, d'abnégation, qui a porté le drapeau du Sénégal très haut. Mais ils assurent qu'ils feront de leur possible que tous les projets du défunt soient matérialisés. Les personnes qui l'ont aimé d'essayer de perpétuer son œuvre. Ça va être dur parce que ne peut pas être qui veut, mais on essaiera en tout cas de faire le maximum pour essayer d'atteindre au moins un peu de ce qu'il avait entamé ou de le garder. La fondation Pape Diouf qui a été créée, dont sa femme a validé et qui va pouvoir pérenniser un petit peu ce que Pape a mis en place. Il y avait quand même pas mal de projets sur lesquels il avait commencé à travailler, à élaborer. Maintenant, voilà. Il y a certains projets comme le centre, l'académie, ou des choses qu'on pourra continuer parce que ça, c'était des projets qu'on avait déjà mis en avant. Thierno Seydi et les amis de Pape Diouf ont tenu à montrer tout leur attachement aux défunts. Première victime du Covid-19 au Sénégal, des prières ont été formulées à son égard. Repose en paix. Papa a gagné la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour honorer la mémoire de Pape Diouf. En tout cas, c'est un souhait du président de la Ligue professionnelle de football, Saher Seck. Le voici en marge de la cérémonie commémorative. C'est un souhait que nous partagions et nous tous aujourd'hui, quelquefois malgré notre grand âge, sommes sur le front pour apporter effectivement ce trophée au Sénégal. C'est notre vœu, c'est notre rêve, c'est ce qui fait que tous les jours on a la force et l'enthousiasme pour nous lever et travailler. Et ce serait une extraordinaire reconnaissance pour nous
de notre vivant d'y arriver et effectivement d'avoir une pensée pour lui, parce qu'on sait que de là où il est, ce sera un homme effectivement épanoui et heureux. L'autre grand titre de cette édition, c'est l'affrontement entre paysans et éleveurs des villages de Roncre et Caire. C'est dans la région de Saint-Louis. Du côté des paysans, 9 personnes ont été arrêtées et déférées devant le procureur. Les habitants du village de Roncre exigent leur libération sans condition. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Dans le Wallo, particulièrement dans les villages de Roncre et Caire, les démons de la violence sont encore réveillés suite à l'arrestation de 9 jeunes paysans lors d'affrontements qui ont opposé éleveurs et agriculteurs. Les populations de Roncre réclament la libération sans condition des personnes arrêtées et déférées devant le procureur. Ce qu'on veut, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est la libération immédiate de nos frères. La libération sans condition, la libération immédiate. Aujourd'hui, on a arrêté toutes les activités scolaires. Toutes les activités scolaires, on les a arrêtées. Et ce n'est pas encore fini. Si c'est à refaire demain, on va le faire. Si ça demande de marquer jusqu'au palais, on va le faire. Pour ces manifestants, le conflit entre ces villages date de 1992. Mais cette fois-ci, avec l'arrestation des 9 jeunes du village, les deux parties se regardent en chien de faïence. Les populations de Roncre appellent les autorités à réagir, sans quoi la situation risque, selon elles, de se dégrader. Nous demandons au président de la République de libérer ces jeunes. Sinon, d'ici dans 48 heures, nous passons à la vitesse supérieure. Que tout le monde soit au courant de ça. Les bergers sont venus, ils ont envahi leur champ et en plus ils les ont attaqués. Ils se sont ripostés, on les a arrêtés arbitrairement. C'est ça que nous déplorons. On est prêt à tout, on est prêt à donner, on est prêt à tout. Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, toutes les écoles du village sont fermées pour dénoncer l'arrestation arbitraire des 9 jeunes du village de Roncre, une situation que les autorités doivent rapidement régler avant que l'irréparable ne se produise. Merci Ousseynou. Gestion du forage de Kirène. Des habitants des villages de Kirène et Bandia mettent en garde le sous-préfet de Sindian. Ils ne comptent pas céder leur forage à Aquatec malgré la passation de services organisée en catimini selon ces populations dans le bureau du sous-préfet. Les populations ont fait face à la presse hier pour inviter Aquatec à ne pas mettre les pieds à Kirène. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Les populations des villages de Kirène et Bandia dans la commune de Gass sont déterminées. Elles ne comptent pas laisser la gestion de leur forage à la société Aquatec. Ce forage-là a une particularité par rapport aux autres forages du Sénégal qui sont donnés dans le cadre de ces concessions-là. C'est un forage qui n'a pas été construit par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, le forage, il fonctionne normalement. Il n'y a aucun problème. Les populations sont en train de disposer de l'eau au quotidien. Nous ne savons pas pour quelles raisons devrait-on donner ce forage-là à Aquatec. Elle précise que cette société ne rend pas service à la communauté. Cette société-là, c'est comme si elle est mise en place pour pomper les populations. Au lieu de pomper l'eau, c'est pour pomper les maigres ressources des populations. Voilà, parce que tout simplement, ici, nous parvenons à faire fonctionner notre forage avec des branchements sociaux à hauteur de 10 000 francs, alors que Aquatec propose pour un branchement social 110 000 francs. D'ailleurs, elles sont catégoriques. Aucun membre de l'Aquatec ne mettra les pieds à Kirène. Dans tous les cas, nous nous opposerons jusqu'à notre dernière énergie. Et nous ne voyons pas dans quelle mesure Aquatec peut s'emparer de ce forage. Parce que nous nous dresserons, nous serons là, nuit et jour, pour que Aquatec n'entre pas dans ce forage. Il faut rappeler que la semaine dernière, le sous-préfet de Sindia a organisé une passation de services dans son bureau entre la société Aquatec et un comité ad hoc. Merci Abdourahmane. À Kaolack, les artisans demandent une redynamisation rapide du secteur. Selon ces professionnels du village artisanal de Kaolack, le secteur se meurt à petit feu depuis 1 an. Ils demandent au nouveau ministre d'accélérer le rythme. On voit tout cela avec Ibrahima Diamé et Fali Gaye. Le secteur de l'artisanat fait partie des secteurs d'activité les plus affectés par les conséquences de la pandémie de la Covid-19. Au village artisanal de Kaolack, les artisans qui tirent le diable par la queue peinent toujours à se relever. Mais pour eux, le mal du secteur est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Je crois qu'on doit
réorganiser notre secteur. Cela, depuis 1975 que je travaille ici au village artisanal. Je suis allé à l'étranger aussi, une durée de 20 ans. Dès que je suis retourné aussi, je vois que tout est là où on avait laissé ça, bien, ou bien même plus bas qu'avant. Pour revaloriser et redorer le blason du métier de l'artisanat, les acteurs demandent à être mieux encadrés en passant par la formation. Comment l'organiser? Parce que nous, on peut former des jeunes. On a beaucoup de corps de métier ici, dans ce village. Il y a des sculpteurs, des bijoutiers, des tailleurs, des cordonniers. Il y avait même des tisseurs. Cela à l'image de ce qui se fait dans les autres pays, souligne-t-il. Notre métier que je fais, la bijouterie, dans certains pays européens, il y a des écoles qui apprennent de faire la bijouterie. Comme les élèves qui vont à l'école. Hommes comme femmes. Des jeunes filles qui apprennent de faire la bijouterie. Si nous pouvons avoir ce centre de formation-là dans beaucoup de corps de métiers qui sont ici, cela aussi, je pense que ça pourra aider certains jeunes. Ces artisans qui disent n'avoir pas encore vu la couleur de la première tranche du fonds force Covid-19 attendent avec impatience la deuxième tranche, non sans lorgner les 350 milliards annoncés récemment par le chef de l'État pour l'emploi des jeunes. Merci Brahma. Et puis venons-en à cet atelier organisé par l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique sur la problématique de l'emploi des jeunes. Ces experts pointent l'inadéquation entre les offres d'emploi et la formation. Voyons tout cela avec Fat Bintou Kanté et Youssef Barro. La problématique de l'emploi des jeunes a toujours été un défi pour les gouvernants, surtout dans un pays où la population est extrêmement jeune. C'est pourquoi le chef de l'État a pris l'initiative d'initier des concertations nationales sur l'emploi et depuis lors, les jeunes se préparent pour ne pas être en reste. Depuis Abdou Diouf jusqu'à présent, la problématique de l'emploi de la jeunesse n'a pas été réglée. Et ce n'est pas le Sénégal seulement. Pensons qu'après les événements du 3 au 5 mars, l'essentiel aujourd'hui, c'est de tourner les caméras, comme vous le faites actuellement, sur les besoins de la jeunesse dans le court, le moyen et long terme. Et je pense que ce que nous demandons à ces jeunes d'aujourd'hui, c'est de réfléchir pour les jeunes de demain et nous espérons tirer profit et remettre ces conclusions-là au ministère de la Jeunesse pour qu'elle puisse en faire bon usage. Car le chômage des jeunes reste préoccupant au Sénégal où plus de 200 000 jeunes cherchent de l'emploi tous les ans. Il faut reconnaître que c'est une question récurrente, eu égard au fait que nous avons une population extrêmement jeune. Selon les estimations, ça tourne autour de 65% de la population à moins de 20 ans. Et je l'ai dit tout à l'heure également, chaque année, c'est près de 200 000 demandeurs d'emploi qui, en tout cas, viennent grossir le rang des chômeurs. Seulement, le véritable problème dans cette recherche d'emploi est l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Mais nous avons un problème, je pense, d'orientation à partir de l'éducation et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, la plupart des jeunes sont orientés vers l'université. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est le savoir-faire, c'est le côté scientifique, mais aussi le côté de la formation professionnelle pour aller vers une industrialisation à petite échelle. Et je pense que c'est là où on va mettre le débat et l'action aujourd'hui. Il faudrait que les jeunes s'orientent davantage sur les nouveaux créneaux porteurs. Beaucoup de projets ont été mis en place par les États qui se sont succédés pour la jeunesse, qui souvent se soldent par des échecs. Avec cette grande concertation, l'espoir est permis. Merci Fat Bintou. Qui dirige la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire? C'est une question que les Sénégalais se posent à quelques jours du Ramadan. Deux camps se disputent la gestion de la commission. Certaines populations prônent une concertation pour trouver une solution. D'autres suggèrent une substitution de la commission par un comité scientifique. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Maïmouna Ndiaye et Youssef Barro. Comme on le dit, l'argent c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Mais c'est rentré dans les foyers religieux partout. Donc, et c'est vraiment triste parce qu'un pays comme le Sénégal doit dépasser justement certaines choses. Parce que l'islam, il faut regarder vers le Tout-Puissant. Parce qu'en fait, quand on parle d'un certain phénomène à travers l'argent pour juger le croissant lunaire des divisions, c'est vraiment triste. Sinon, si vous faisiez deux, il y aura deux Korité et deux Korité ou bien deux corps. Bon,
mieux vaut qu'on fasse une seule, comme Mourchid y entend. Tous les tarikhas sont les mêmes pour lui. Tous les tarikhas sont les mêmes pour lui. Bon, il ne faut pas qu'on divise. Kon mooy uute bi gën naa yokk am na ñu daan uuteeg moom gis-gis léegi ñi bokkoon na moom gis léegi bu ñu séparé woon nekk yeneen ñaar kon mooy yokk nañ division bi ñu amoon ku ci nekk nag taxaw di seen du sa weer loolu day woo ne jullit ñu gaaw a nekk benn. C'est un peu compliqué par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Bon, donc comme il y a cette dispersion, il faut revenir aux sources quoi, et à notre tradition quoi. Le fait qu'on a des sages, des marabouts ici au Sénégal, donc il faut qu'on aille vers nos marabouts quoi, pour en discuter quoi, en famille, parce que ça se lave en famille quoi. Je dirais que les scientifiques sont les meilleurs dans ce domaine, parce qu'au Sénégal ce sont les religieux, à l'image du défunt Ian Cham, ce sont les religieux qui décident le plus sur ces affaires-là, alors que les scientifiques devraient avoir leur mot à dire dans cette affaire. Et puis un mot sur la spéculation des prix constatés sur le marché, notamment une hausse sur le prix de l'huile. La situation va revenir à la normale avant le Ramadan, promet le secrétaire exécutif de l'UNACOIS. Selon Ousmane Sindiaye, cette situation s'explique par le coût élevé du fret aérien. Il est interrogé par Fat Bintou Conté. Une petite tension qui s'est notée au niveau des coûts du fret aériens qui sont répercutés naturellement sur les marchandises, et nous avons tous suivi récemment le blocage qui est survenu dans le canal de Suez et qui a fait bloquer un certain nombre de commandes. Donc ce sont les retards accumulés dans l'approvisionnement et quelques petites tensions de prix au niveau du marché international qui ont été à l'origine. Mais c'est passager. Ça, je tiens à le préciser. Le marché va vite renouer avec la stabilité des prix dans ce contexte parce que nous avons pris les décisions, les dispositions nécessaires. Alors maintenant à Matam, lutte contre les inondations. La ville de Matam se dote d'une digue-route pour arrêter l'envahissement des eaux de la crue et du fleuve Sénégal à travers le Promoville, le programme de modernisation des villes. La capitale régionale du Fouta a également bénéficié d'un réseau d'assainissement et plus de 7 km de voirie. Ali Bandeliank. Elle était jusque-là l'une des villes qui souffrent plus des inondations dès les premières pluies de chaque hivernage. Très sombre également et sans aucun système d'évacuation des eaux usées, de ruissellement et de la crue. Seulement, cela peut devenir un vieux souvenir. À travers l'un des programmes du président de la République, la ville de Matam vient de se doter de plus de 7 km de voiries bitumées, des milliers de lampadaires et d'une digue-route pour stopper définitivement l'envahissement des eaux de la crue et du fleuve Sénégal. Donc nous sommes ici sur la digue-route de Matam qui est longue de 3 km 750, accompagnée d'une bretelle d'adjonction au niveau du quartier de Nawel de 1 km, donc, que nous avons réalisé dans un délai de 16 mois. En visite de terrain, le ministre du Développement communautaire s'en félicite. Plus de 7 km de voirie, une voirie assainie, une voirie très bien éclairée et de qualité de dernière génération. Au-delà de ça aussi, vous l'avez noté, il y a une digue de plus de 4 km qui a été réalisée dans le cadre du Promoville et par des entreprises sénégalaises. Cette infrastructure a permis aujourd'hui à la commune de Matam d'augmenter drastiquement son assiette foncière. Sur une superficie initiale de 200 hectares que constituait la commune de Matam, aujourd'hui, cette commune peut se permettre de revendiquer 600 hectares, c'est-à-dire 400 hectares de plus. Se féliciter surtout des travaux qui sont en cours, qui vont dans le sens surtout de l'amélioration du volet assainissement maison. Parce que par le passé aussi, nous tous nous savons, pendant l'hivernage, ce n'était pas du tout évident ni tenable au niveau des concessions. Cette année, toutes les maisons seront raccordées à la canalisation d'eau usée. Par la voix du maire de Matam, les populations de la capitale régionale du Fouta ont également exprimé toute leur joie. Ainsi, le président de la République vient de réaliser une promesse électorale en respectant un engagement personnel vis-à-vis des populations de Matam, bien avant son accession à la magistrature suprême.
Merci Ali. Et puis dans l'actualité internationale, la Cour pénale internationale qui a confirmé ce mercredi l'acquittement de Laurent Gbagbo, reconnu non coupable de crimes contre l'humanité, tout comme Charles Blé Goudé. La tentative de coup d'État au Niger déjouée par la garde présidentielle et puis le président français Emmanuel Macron qui a annoncé ce soir la fermeture des écoles, crèches, collèges et lycées pendant 3 semaines pour atténuer l'accélération de la pandémie coronavirus. Le récit de Daniel Diouf. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes libres de tout mouvement. La Cour pénale internationale a confirmé ce mercredi l'acquittement prononcé en 2019. Laurent Gbagbo, reconnu non coupable de crimes contre l'humanité. Dans sa décision, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale indique qu'elle rejette l'appel du procureur et confirme la décision de première instance. La Chambre d'appel a révoqué aussi les conditions de leur remise en liberté et demandé aux greffiers d'organiser leur transfèrement vers un ou des États de leur choix. En clair, les 2 hommes sont innocentés, libres et peuvent rentrer s'ils le désirent en Côte d'Ivoire. À l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo, ses partisans en Côte d'Ivoire ont laissé éclater des cris de joie. Pour eux, c'est le soulagement. Ils disent espérer désormais un comeback politique de l'ex-président. Laurent Gbagbo était accusé de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Tentative de coup d'État au Niger, des tirs nourris entendus la nuit du 30 au 31 à Niamey, dans le quartier administratif proche du palais de la présidence. Selon des sources sécuritaires, la tentative de coup d'État a été rapidement maîtrisée par la garde présidentielle. L'épicentre de l'attaque était le carrefour du ministère des Affaires étrangères qui a reçu des impacts de balles et d'obus. Un endroit à 1 jet de pierre du palais de la République. Les assaillants sont venus d'une base aérienne de Niamey à bord de 3 véhicules. La riposte de la garde présidentielle lourdement armée a mis en déroute les assaillants, plusieurs d'entre eux arrêtés et interrogés par la gendarmerie nationale. Ces événements interviennent dans un contexte de transition politique. Vendredi, le président sortant, Mahamadou Issoufou, doit remettre le pouvoir à son successeur, Mohamed Bazoum, vainqueur officiel du second tour de la présidentielle du 21 février. Et puis en France, les écoles, les crèches, les collèges et lycées vont fermer pendant 3 semaines. Annonce faite par le président Emmanuel Macron lors de son allocution ce mercredi soir. À compter de la semaine prochaine, les cours se feront à la maison, puis le pays entier sera placé en vacances de printemps les 2 semaines suivantes, avec une rentrée programmée au 26 avril, a indiqué le chef de l'État. Merci Daniel. Et puis en sport, football, en attendant le tirage au sort des groupes au mois de juin prochain, les pays participants à la CAN 2022 au Cameroun sont maintenant connus. La Mauritanie, la Gambie et le Malawi constituent les agréables surprises. Tous les grands d'Afrique seront aussi de la partie. Cher Sadi Boudjara. 23 des 24 pays qui vont participer à la CAN 2021 au Cameroun sont connus à l'issue des éliminatoires. Parmi eux, des surprises et des confirmations. Au cours des 71 matchs, 320 buts ont été inscrits, avec notamment l'Algérie qui possède la meilleure attaque de cette compétition avec 19 buts. Mais au-delà même des statistiques, on peut noter la qualification historique de certains pays qui n'ont jusqu'à présent pas disputé une Coupe d'Afrique des Nations. C'est comme nos voisins, la Gambie, qui se qualifie pour la première fois de leur histoire. Il y a les Comores également qui sont qualifiés pour la première fois de leur histoire. Maintenant, il faut regarder également certains pays qui avaient raté cette Coupe d'Afrique-là depuis très longtemps, comme le Malawi, qui revient après sa dernière campagne de 2010, ce qui est énorme pour ce petit pays. La Mauritanie qui enchaîne une 2e Coupe d'Afrique des Nations avec cette qualification. Il y a également la Guinée-Bissau qui enchaîne une 3e Coupe d'Afrique des Nations depuis 2017-2019 et cette fois-ci c'est en 2021. Ça veut dire tout simplement que cette nation-là progresse. Une 33e édition de la CAN qui s'annonce très relevée avec la présence de tous les cadors. Cela va rendre difficile la course au titre dont est candidat le Sénégal. Je peux citer l'Algérie, je peux citer l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, la Tunisie sont tous qualifiés et
Ce qu'il faut faire remarquer également, c'est qu'au cours de leurs éliminatoires, ces équipes-là sont restées invaincues, ce qui témoigne de leur potentiel, ce qui témoigne également de leur force de frappe au niveau africain. Maintenant, est-ce que le Sénégal a les moyens d'aller chercher ce trophée-là parce que tout simplement d'autres équipes aussi prestigieuses que le Sénégal sont au rendez-vous? Le Sénégal a bien les moyens d'aller chercher ce trophée parce qu'on a des joueurs du poste de gardien à l'attaque, des joueurs qui sont les meilleurs sur le continent africain. Reste maintenant à se poser la question, est-ce qu'on aura le coaching qui peut nous faire gagner? Il faut y remédier avant la compétition. La Sierra Leone et le Bénin vont se disputer le dernier ticket au mois de juin prochain. Le tirage au sort des poules de la CAN 2021 est prévu le 25 juin au Caire, en Égypte. La compétition, elle, c'est en janvier 2022 au Cameroun. Merci cher, c'est la fin de cette édition, merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info et on continue le débrief du match Sénégal.